Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est virtuellement, depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Tout en parlant, je vais essayer de lancer ma présentation que je cherche. Donc, je commencerai par remercier le docteur Eric Adja de m'avoir invité à prendre la parole lors de ce forum international qui est un événement salué par tous les experts en la matière. Mon intervention porte sur le cadre normatif des données à caractère personnel en Afrique. Dommage que je n'arrive pas à partager la présentation. Sinon, je suis obligé de la faire comme ça, à me lever. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous sur le cadre normatif des données personnelles en Afrique. Comme vous le savez, le Sénégal et les autres pays africains ont opté très tôt d'encadrer l'utilisation des données personnelles. Sur 5 points, je vais partager avec vous l'état des lieux de la législation actuelle. Je commencerai par aborder le premier point qui porte sur le caractère universel de la protection des données personnelles à travers les instruments juridiques reconnus au niveau international. Après, je vous parlerai de la consécration de la protection des données personnelles en Afrique. Je vous parlerai très rapidement, sans m'étendre là-dessus, sur quelques dispositions relatives au cadre normatif institutionnel. Je terminerai sur 2 points, l'intervention des juges et enfin, pour rester dans ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, je vous parlerai des insuffisances de la législation dans nos pays. Quels sont les défis et enjeux de la législation sur les données personnelles en Afrique? 3 enjeux, 3 défis. Sur les enjeux, l'objectif des législations de manière générale en Afrique vise à protéger l'individu contre l'État en obligeant nos administrations à adopter une attitude régulière en matière de traitement des données personnelles. La deuxième protection, c'est le consommateur contre les professionnels, où de plus souvent il y a des abus. Et troisième enjeu, consistant à protéger le salarié contre les agissements des employeurs. Concernant les défis, il y a 3 défis. Le premier défi, c'est un défi sécuritaire. Comment faire en sorte que nos États pourront se prévenir des attaques des systèmes d'information et éviter l'accès ou la divulgation des données personnelles, des données sensibles. Donc ça, c'est un défi sécuritaire. Le second défi, c'est un défi technologique. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, le plus souvent, nous sommes, comme je le dis d'habitude, nous sommes des consommateurs de technologies faites par d'autres, créées par d'autres. Donc, il y a nécessité de les comprendre avant de les utiliser. Donc, que ce soit pour les interceptions, que ce soit pour la surveillance de nos communications, on a besoin de maîtriser cette technologie avant vraiment de les utiliser et de pouvoir prendre des mesures coercitives le cas échéant. Et troisième défi pour nos États, c'est un défi géopolitique. C'est-à-dire faire en sorte que nos États ne perdent pas la souveraineté numérique sur nos données. Que ne perdent pas que numérique, mais que nos États aient la souveraineté sur nos données. Éviter le transfert massif des données des Africains à l'étranger. Donc, ce sont ces 2 chapeaux, enjeux et défis, qui expliquent la mise en place de lois sur les données personnelles. La protection des données à caractère personnel est un principe universel.
consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le fameux article 12 qui interdit l'immixtion arbitraire dans la vie privée, familiale, de domicile, etc. Donc, c'est ce texte-là qui constitue le fondement de nos lois. Beaucoup de textes africains se sont inspirés également du pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, mais tout comme également aux principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés de 1990. On s'est également inspiré pour mettre en place un cadre légal et réglementaire sur les textes européens, la Convention 108 et tout récemment le règlement général sur la protection des données personnelles, le règlement européen. La particularité du RGPD, c'est comme vous le savez, ce texte a tendance à s'appliquer même pour les pays qui ne sont pas des pays de l'Union européenne, qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, ce sont ces textes qui ont inspiré nos États dans la mise en œuvre de cadres juridiques. Au niveau de l'Afrique, on a également des sources formelles. L'UMOA, l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place 2 directives qui ont incité les États, parce que c'est des directives, qui ont incité les États à assurer un niveau élevé de protection des données personnelles. Pour information, ces 2 articles, article 3 et article 3.2 de la directive numéro 1 2006 de l'UMOA, qui date du 23 mars 2006. Toujours par rapport aux sources formelles en Afrique, nous avons un acte, l'acte de la CEDEAO, qui est un acte fondateur en matière de protection des données personnelles, qui date de 2010 et qui prévoit également tout un dispositif sur les données personnelles. Et enfin, le dernier instrument, c'est la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Malheureusement, ce texte n'est pas encore entré en vigueur parce que devant être ratifié par 15 États, alors que nous sommes aujourd'hui à 9 États seulement. Concernant la consécration de ce droit, à l'heure actuelle, nous avons 32 pays en Afrique qui disposent d'une loi sur les données personnelles. Le premier pays, ce sont les Seychelles en 1988. Le dernier, c'est l'Égypte en 2020. Donc, nous avons 32 pays aujourd'hui dotés d'une loi. Je passe sur la définition des données à caractère personnel. Je crois que maintenant, on est tous familiarisés par rapport à ce concept. Pour parler simplement du contenu de la législation en Afrique, c'est presque les mêmes qu'on retrouve dans tout instrument relatif à la matière. On a les principes fondamentaux qui sont consacrés par tous les textes, légitimité, finalité, proportionnalité, etc. On a encadré le traitement des données sensibles, santé, biométrie, transfert. On a reconnu des droits aux personnes concernées, droit à l'information, droit d'accès. Et enfin, dans tous nos textes, on retrouve des obligations qui pèsent sur les responsables de traitement. Obligations de confidentialité, de sécurité, de pérennité. Dans nos textes également, il est prévu des régimes, régime d'autorisation, régime de demande d'avis, régime de déclaration, selon la nature du traitement concerné. Sur le plan institutionnel, de manière progressive, chaque pays essaie de mettre en place une autorité de protection des données personnelles avec un statut d'autorité administrative indépendante, avec une composition collégiale, avec des représentants des institutions publiques, la magistrature et les organisations de la société civile, avec des garanties par rapport à l'exécution de leur mission. Ce que nous retrouvons au sein de ces institutions, c'est presque les mêmes missions qu'on retrouve en Afrique ailleurs. Mission d'informer et de conseiller, mission de promouvoir la culture de la transparence dans le traitement des données personnelles,
mission de protéger contre les abus, mais également des missions a posteriori ou a priori de contrôle, de pouvoir faire des contrôles sur la conformité à la législation. Concernant les pouvoirs, c'est toujours pareil, les mêmes pouvoirs, c'est similaire à ce qu'on trouve ailleurs, dans d'autres parties du monde. C'est un pouvoir réglementaire qui permet à l'autorité de pouvoir agir rapidement, en le cas échéant, des pouvoirs d'instruction, des pouvoirs de sanction, etc. Dans nos textes, il est prévu également la possibilité de l'intervention du juge. Le juge pénal intervient, ça c'est consacré par rapport aux sanctions pénales. Dans tous nos textes, il y a des dispositions relatives au juge pénal. Il y a également la possibilité pour un juge administratif d'intervenir en cas de recours contre les décisions des autorités de protection. C'est normal que ce soit l'autorité administrative compétente, la juridiction administrative compétente qui reçoit ce recours. Mais également en cas de violation de la législation par une administration, tout simplement. Dans ce cas-là, c'est le juge administratif qui serait compétent. Le juge civil intervient également dans 3 cas. En cas de dommages portés à autrui, en cas de situation d'urgence, si dans le cadre de traitement, on constate qu'il y a nécessité d'agir très vite, là, le juge peut agir en référé. Et également, en cas d'opération de contrôle, que ce soit pour informer le magistrat compétent, territorialement compétent de l'opération de contrôle, que ce soit également en cas d'entrave à l'exercice de ce contrôle. Dans ce cas-là, c'est le juge civil qui intervient. Et enfin, il y a le juge communautaire également qui est compétent en matière de protection des données personnelles. Il s'agit de la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. Je termine, mesdames et messieurs, par les insuffisances face à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, nos textes ont précédé le développement de l'intelligence artificielle. Certains principes sont là, n'ont pas encore modifié, et je relève 2 types d'insuffisances. Les insuffisances liées à la quantité de données collectées. À l'heure actuelle, dans nos législations, ces insuffisances constituent des obstacles au développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Je m'explique. Il y a 3 principes comme exemple. Je vais prendre 3 principes et les confronter avec ce qui se passe dans le développement de l'intelligence artificielle. Le principe de finalité. Dans nos textes, il est dit que chaque traitement doit avoir une finalité. Ça s'oppose au développement de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas là pour savoir est-ce que cette base de données a pour finalité ça, ce fichier a pour finalité ça. Non, ce n'est pas ça son rôle. Donc, l'application de ce principe stricto va constituer vraiment un obstacle à l'intelligence artificielle. Le deuxième principe que je cite, c'est le principe de la minimisation des données. C'est-à-dire, nos lois exigent que vous collectez le minimum nécessaire. Alors que la particularité de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des jugements et des jugements de données. Donc, ce principe appliqué stricto sensu peut constituer un problème. Le troisième principe, toujours par rapport à la quantité des données collectées, c'est le prolifage. Il y a beaucoup de textes où il est interdit de faire le profilage des personnes. Je cite simplement la loi du Burkina, qui est toute récente, qui date de mars 2021, où je trouve pour la première fois l'expression intelligence artificielle. Jusqu'à présent, dans les 32 pays que j'ai cités tout à l'heure, seul le Burkina a prévu de parler de l'expression intelligence artificielle. En disant, je cite le législateur burkinabé, toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés ou non, dont les résultats lui sont opposés. L'alinéa 2 de cet article dit que lorsque le dit traitement relève de l'intelligence artificielle, c'est ça la nouveauté, c'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans une loi africaine, les critères et la nature des données à caractère personnel fondant ce traitement lui sont indiqués dès la collecte des données à caractère personnel la concernant. Donc, ouais, comment on va pouvoir mettre ça en application par rapport à l'intelligence artificielle? C'est pourquoi j'ai parlé d'insuffisance liée à la quantité. Je termine par les insuffisances liées à l'opacité maintenant de l'intelligence artificielle.
en citant 4 principes. Le premier principe, c'est le principe de loyauté. Un traitement doit être basé sur un texte. Est-ce que les chercheurs ont l'obligation d'aller vérifier est-ce qu'il existe un texte qui a validé ce traitement avant de pouvoir utiliser ces données? Non, ils n'auront pas le temps pour le faire. Donc, ce principe de loyauté, tel que c'est rédigé aujourd'hui dans nos textes, constitue un problème par rapport à l'intelligence artificielle. Il en est de même pour le principe de transparence. Là aussi, chaque être humain doit être informé de l'utilisation qui est faite sur ces données. Ce n'est pas possible avec l'intelligence artificielle. Il faudra vraiment que nous, juristes, qu'on réfléchisse sur une autre approche par rapport à l'application de ces principes. Le principe de consentement, c'est la même chose. Je dois donner mon consentement pour le traitement concernant mes données. Est-ce que c'est possible avec l'intelligence artificielle ou non? Et enfin, la limitation, le principe de limitation de la conservation des données, ça aussi c'est un problème par rapport à l'intelligence artificielle. La tendance est de pouvoir garder les données pendant une durée très longue pour pouvoir continuer à faire des recherches et proposer des services innovants. En conclusion, cher professeur, docteur, sur 4 points, aujourd'hui, les données de caractère personnel, l'utilisation des données à caractère personnel est une activité en pleine croissance en Afrique. Maintenant, c'est devenu vraiment une politique, une priorité nationale dans tous nos pays par rapport à l'encadrement nécessaire en cas d'utilisation des données personnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième constat par rapport aux autorités de protection des données personnelles, qui sont désormais opérationnelles, malgré des difficultés, ça c'est normal, c'est inné à toute institution. Et leur objectif, c'est de faire respecter les droits et libertés des personnes physiques. À l'heure actuelle, à ma connaissance, en dehors de l'article que j'ai cité tout à l'heure de la loi burkinabèse, je ne connais pas de législation spécifique à l'intelligence artificielle ici en Afrique. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui s'est fait au niveau de l'Union européenne, comme nous le disait tout à l'heure le docteur Eric. Il y a obligatoirement, et ça c'est l'étape suivante, c'est les perspectives, il faut qu'on adapte le cadre légal que je viens d'évoquer rapidement afin d'appréhender les défis des technologies. Sans cela, on risque d'être un peu en retard par rapport à cette révolution numérique qui s'impose à nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous depuis Dakar en vous remerciant. Merci beaucoup.